Oui, oui, voilà ce que je développe, c'est mon premier point, c'est qu'il Non, le faut problème, initialiser son logiciel. c'est juste que, en fait, parfois, on oublie que quand on partait, ça marchait d'une manière, on est revenu, il y a certaines choses qui ont changé, voilà, il y a des choses qui ont soit évolué, on n'a même plus la même vision, ça tout dépend aussi du nombre de fois où on rentre quand on est vivant en Occident. Moi, par exemple, je rentre tous les ans, pratiquement tous les ans, je vais au moins une fois au Bénin. Donc, pratiquement 2 mois par an. Donc, j'ai 12 mois et pendant 2 mois sur les 12, bah, je vis au Bénin. Donc, je ne vois pas vraiment, je vois un peu le changement de mentalité. Tu vois, moi, quand je reviens, par exemple, je dis à certaines personnes qui vivaient ici depuis plus de 20 ans, qui ne sont plus jamais allées au Bénin, mais si tu vas au Bénin aujourd'hui, tu vas te perdre. Tu ne vas rien comprendre, même déjà arriver à l'aéroport, parce que quand tu partais, on n'avait pas les écrans qui donnent l'arrivée de l'avion, tel vol qui vient, etc. Maintenant, il y a ça. Donc, tu vois, donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça va changer parce que tu as une image du pays qui est totalement fausse, en fait. Et même niveau mentalité, le Béninois aujourd'hui qui voit cet écran n'est pas le Béninois d'il y a 30 ans qui ne savait pas que ce genre d'écran existait. Donc la mentalité aussi a évolué. C'est pour ça qu'en fait, il faut accepter, recommencer, c'est-à-dire revenir avec cette mentalité, c'est vrai, mais être prêt à fermer un peu sa bouche et à apprendre beaucoup des autres, à écouter pour analyser, pour savoir un peu avant de prendre des décisions. Quoi, tu vois, c'est un peu ce que moi je peux dire. Bonjour, action pratique. Salut, action pratique. Bonjour, bonjour. Pratico-pratique. Bonjour, Aujourd'hui, tu arrives Steven. un peu tôt. C'est bien. Parce que quand tu arrives en fin de live, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je te suis. Bon, je ne sais pas si tu me permets de te tutoyer. Vas-y, bien sûr. Ok, merci. Ça fait un bon bout que je suis la chaîne. C'est comme ça, un jour en passant, que je suis tombé dessus. Et comme c'est un peu, en fait, je vais dire ça, c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis en Europe, que j'ai décidé d'investir en Europe, d'aller voir aussi le marché européen. Parce que moi, je suis entrepreneur et investisseur, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai dit, bon, voilà quelqu'un qui pense comme moi. Donc, j'ai commencé à suivre les émissions, à regarder les vidéos. Hier, j'étais à la maison, j'ai dit, bon, je vais dire quelque chose en direct. Ah, j'ai senti que tu avais beaucoup de choses à nous dire hier, mais ce Oui, n'est que oui, oui. pas. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, action pratique. C'est parce que ça t'inspire la thématique du jour. Est-ce que toi, tu penses que toi, tu seras dans la vague des retours en Afrique quand tu auras validé ce peut-être pourquoi tu es parti? C'est parce que ça te retourner même en Afrique, ça t'intéresse même d'abord. Bon, en réalité, je pense que je suis de ceux qui disent que et qui ne sont pas complètement partis de l'Afrique. C'est-à-dire que pour moi, l'Afrique reste ma maison. L'Europe, ou alors l'Occident, le Sud, le Nord global, comme j'ai l'habitude d'appeler, c'est juste pour aller conquérir les marchés. Parce que qu'est-ce qui me fait pour faire la petite jeunesse de l'histoire? Je décide d'aller voir dans le marché européen parce que je me dis, mais si les Américains, les Asiatiques, les Chinois, tous partent de chez eux et viennent chercher des opportunités d'affaires en Afrique et s'en sortent. Et on dit chez eux qu'ils sont des héros. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne feraient pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours montrer l'image de l'Africain qui arrive et qui tend la main, qui est dans la position du mendiant, qui est toujours en train de demander, c'est-à-dire que de demander de l'aide. C'est ça qui me motive à dire, je vais aller voir comment ça se passe là. Beaucoup de gens de ma famille m'ont dit, mais comment? Parce que j'ai même monté la première structure que je monte ici en Europe à travers l'ambassade d'un pays là-bas. Je vais préférer taire le nom. Et j'ai envoyé
l'argent au notaire parce que c'est au niveau de l'ambassade qu'on m'a donné des contacts de 3-4 notaires. Et j'ai commencé à envoyer de l'argent pour constituer la société. Les gens me disaient non, on va t'escroquer, on va t'arnaquer, machin. Je dis bon, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas savoir ce par quoi je suis passé. Donc en fait, je suis de ceux qui pensent que si on parle de l'Afrique, on ne doit pas partir complètement. C'est-à-dire que on doit partir, mais penser à revenir. Ou alors, quand on décide de partir, c'est pour aller conquérir des marchés. Ce n'est pas pour aller demander de l'aumône. Parce que j'ai un slogan que je dis, être noir ne signifie pas être sous-homme. Et être noir ne fait pas de vous un citoyen de seconde zone. Parce que si on ne travaille pas sur ce mindset-là, si on ne travaille pas sur ce mindset, nous les Africains, on va toujours continuer à être vus partout où on est, que notre communauté, nous sommes ceux qui viennent avec les problèmes, ceux qui viennent avec la misère. En fait, quand on voit le noir, le premier réflexe de l'autre, c'est-à-dire quand je dis l'autre, les autres communautés, c'est qu'il vient demander. Il vient encore créer des problèmes. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on change la chose. Et si on continue à être des pleurnichards, comme j'ai l'habitude de dire, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, aujourd'hui, pour toi, en fait, tu n'as jamais vraiment quitté l'Afrique. Et quand on dit Afrique, c'est quel pays de base déjà, vu qu'on a beaucoup de pays en Afrique quand même? Bon, je suis Camerounais. Ah, ça veut dire que ce pays-là... Un mangeur de ndolé. Je suis un mangeur de ndolé, je suis un mangeur de poisson, je suis un mangeur de feuilles de manioc, je suis un mangeur de cuit, je suis un mangeur de cuit, je suis un mangeur de... C'est-à-dire que ce pays-là peut traumatiser quelqu'un, maman. Quand tu me dis que c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Tu entreprends au Cameroun, je dis respect, 20 ans au pays. Je t'assure que en 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a des moments où je pète un câble et là, je te dis chapeau, quoi. Non, mais tu sais, Chimène, il y a une réalité. Moi, j'ai eu cette grâce d'aller un peu visiter d'autres pays africains et dans l'Asie mineure et au Moyen-Orient. Le Cameroun n'est pas le pire des pays. On n'a pas l'impression qu'on y est, effectivement, mais bon, il y a toujours pire ailleurs, mais le problème, c'est que quand tu vis certaines choses, tu as l'impression que c'est le sommet, même si on sait qu'il y a pire ailleurs. Voilà, mais c'est à nous, c'est à nous d'arranger les choses. Je le dis toujours, c'est à nous d'arranger les choses. Moi, j'ai lu une petite histoire. En fait, je parlais avec quelqu'un. J'avais d'abord lu et il m'a parlé de ça. Et je me suis rendu compte que dans les années 60-70, le Cameroun donnait de l'aide à la Chine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce pays qui donnait de l'aide à la Chine devient aujourd'hui ce qu'il est, ou alors regresse et que la Chine, tout ça, ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que les Chinois se sont mis à travailler. C'est la diaspora chinoise, quand on regarde un peu au vu de l'histoire, qui a impulsé à un certain niveau le développement en Chine. Donc aujourd'hui, si je suis ton raisonnement, tu penses que la diaspora africaine a vraiment sa place dans la politique de développement de l'Afrique? Qu'elle doit la diaspora africaine, même si certains gouvernements ne semblent pas l'entendre comme ça, vu les mesures qui ne sont pas trop ça, sur le plan de l'incitation au retour. La diaspora africaine est la pierre angulaire
la pierre angulaire du développement de l'Afrique. Si nous ne comprenons pas ça nous-mêmes, et que ceux qui sont au pouvoir et qui dirigent nos États ne comprennent pas ça, ce sera difficile qu'on s'en sorte. La diaspora est la pierre angulaire de tout développement des différents États. Et aujourd'hui, pour que cette diaspora soit efficace là, en termes de retour, comment se préparer pour ce retour-là, pour revenir principalement à notre thématique? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour se préparer à un éventuel retour, d'après ton expérience aujourd'hui et puis surtout ta vision de retourner, sachant que tu n'es même jamais vraiment parti, si on a bien compris. Moi, je ne suis jamais parti. En réalité, ce qu'il faut, il faut qu'il y ait changement de mindset. Il faut que le mindset des Africains change d'abord. C'est la première des choses. Qu'on arrête de penser que notre continent, c'est la calamité, c'est la fatalité où rien n'est possible. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire ici que l'Afrique est le plus beau des mondes. Il y a à faire. Et si réellement on est entrepreneur, l'entrepreneur est celui-là qui identifie un problème et qui apporte des solutions. Et c'est en apportant ces solutions-là qu'on gagne de l'argent. Mais puisque les conditions sont telles qu'elles sont en Afrique, il faut qu'on se retrousse les manches. Moi, je donne un exemple, Chimène. J'ai travaillé pendant presque 20 années en Afrique, pas seulement au Cameroun. J'ai travaillé dans d'autres pays aux environs du Cameroun. Je suis allé. J'ai commencé l'entrepreneuriat étant très jeune. J'ai monté ma première structure, j'avais 12 ans. Quand j'ai décidé de me lancer à l'international, je me suis rendu compte que les marges à l'international, le chiffre d'affaires peut être très costaud, mais les marges sont très, très petites par rapport à l'Afrique. Donc, je pense que nous devons nous retrousser les manches. C'est difficile par rapport à l'histoire de la corruption, par rapport à certains gouvernants, à certaines personnes qui sont au pouvoir, c'est difficile. Mais véritablement, est-ce que c'est pour cela qu'on doit abandonner? Est-ce que c'est pour cela qu'on doit dire, bon, comme c'est comme ça, on laisse tomber? Moi, je ne peux pas. Si je me mets à vous lister, je vous ai écouté hier, je vous ai écouté avant-hier, j'ai écouté 2-3 de vos 2-3 dernières vidéos, là, vous disiez que l'histoire de l'immobilier, bon, ce qui s'est passé un peu. Si je vous raconte ma part. On nous a lavé le logement. Le vrai propriétaire passé, il a mis son cas de déménagement, il a déménagé. Si je vous raconte ma part, Chimène, vous n'allez pas croire. Mais l'entrepreneuriat, c'est la résilience. C'est clair. C'est la résilience. Et puis, en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce n'est même pas des entrepreneurs, ce sont des hommes d'affaires. Parce que j'aime pas ce mot, je m'explique. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des opportunistes, parce qu'il y a quelque chose en Afrique qui n'est pas bien. Et là, c'est pour ceux qui sont en Afrique, pas généralement la diaspora, parce que ceux qui sont en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand on nomme un frère, parce qu'en Afrique, on nomme quelqu'un au pouvoir, et autour de lui, les amis, les copains deviennent des hommes d'affaires. Ils deviennent des hommes d'affaires, subitement. Tout le monde crée un établissement, et lorsque ce monsieur n'est plus au pouvoir, c'est-à-dire que quand il n'est plus nommé, ou alors il perd son poste, tous ces établissements, tout ça n'existe plus. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas le mot homme d'affaires. J'aime entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est la résilience. Et l'entrepreneur est celui-là qui fait quelque chose par amour, parce qu'il veut apporter la solution. Mais tout simplement, c'est qu'en apportant cette solution, on gagne de l'argent. Et si vous en perdez, parce que quand vous commencez l'entrepreneuriat, vous n'en avez pas. L'argent, vous n'en avez pas. Maintenant, si vous en perdez, ça ne doit pas être une fatalité. Parce qu'il y a une autre problématique dans la communauté, c'est que les gens pensent que pour entreprendre, il faut avoir l'argent.
qui n'est pas d'accord avec ton propos, qui pense que la diaspora, c'est la pierre angulaire et qu'il faut arrêter de trop se prendre au sérieux. J'ai lu. Avant qu'on ne passe la parole à Ariane. J'ai lu le commentaire. Mais en réalité, quand je dis la pierre angulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diaspora est allée au contact de la technologie, a des connaissances et a certaines capacités financières que certains frères au pays n'ont pas. Et cet apport-là est, je dirais, essentiel et primordial pour que le développement décolle. Maintenant, en ce qui concerne les politiques économiques, les politiques pour pouvoir aménager, mettre sur pied des cadres qui peuvent permettre que cette diaspora-là puisse véritablement se mettre, ou alors inciter cette diaspora à venir se lancer, c'est ça qui manque. Mais quand je dis la pierre angulaire, parce que la diaspora a la technologie, vous allez partout. Moi, je suis allé aux États-Unis, vous allez rencontrer des Africains qui ont des postes insoupçonnés. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance. S'ils reviennent avec cette connaissance-là et ces capacités, parce que moi, je connais des entrepreneurs africains aux États-Unis, en France et autres qui sont milliardaires en euros, milliardaires en dollars. Vous imaginez si ces gens véritablement viennent en Afrique investir ne serait-ce que 10% de ce qu'ils gagnent en Occident? C'est pour cela que je dis que la diaspora est une pierre angulaire, parce que, sauf si je me trompe, c'est la diaspora chinoise qui a impulsé le développement en Chine. C'est la diaspora des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Angleterre, donc du Royaume-Uni, qui a contribué véritablement à ce que les États-Unis soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ce sont les diasporas qui ont toujours développé les pays, qui ont contribué, pas développé, qui ont contribué. Maintenant, le gouvernement sont là pour mettre les cadres institutionnels et les cadres incitatifs. Ça, c'est ma petite contribution. Bon, je pourrais dire plus. L'Européen aime aller aux États-Unis, c'est Christophe Colomb, diaspora européen, qui a découvert les États-Unis. L'Amérique. Salut diaspora espagnole. Diaspora espagnole. C'est Christophe Colomb. S'il n'était pas de la diaspora, cette découverte, on n'allait pas la faire. On est d'accord. Nathanaël, tu veux nous ambiancer. Salut Ariane. Oui, bonjour, vous m'entendez? Et je voulais dire quelque chose, si Ariane permet, parce que j'avais ça dans la tête, mais comme j'ai parlé là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, j'ai développé. Je voulais dire quelque chose que j'ai vécu une scène une fois à Istanbul en Turquie pendant le Covid. Parce que j'ai fait un voyage en 2021, c'était pour aller signer un contrat. Et je suis passé par Istanbul parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Et à l'aéroport, j'ai vécu une scène. C'est-à-dire que quand on voit en noir, parce qu'on m'a délivré ce qu'ils appelaient à l'époque le personnel hautement qualifié en tant qu'entrepreneur. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je vous assure qu'on n'a pas voulu me passer parce que j'ai failli perdre le vol parce que je devais changer d'avion. Juste parce que je suis noir. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'un noir a un document où on dit personne ne doit voyager et j'avais le document personnel hautement qualifié. Parce que j'avais un contrat par rapport à la situation. Et je devais aller faire certaines choses. Et on regarde ma nationalité, j'ai un passeport vert. Mais les gars m'ont perdu pratiquement 45 minutes à discuter entre eux. Et c'est là où je dis à la dame qui était là en anglais, mais madame, attendez, je dois prendre l'avion qui est sur le tarmac en train de partir parce que je devais changer l'avion. Et c'est là où elle va vers son chef et lui pose la question, il regarde parce que le visa seul ne suffisait pas. On me l'avait dit que le visa seul ne suffit pas. Parce que quand on voit un noir, on se dit, c'est le mec qui va finir au pont, comme l'a dit quelqu'un, je ne vais pas revenir sur ces termes-là en France, on sait là où il finit ces machins-là. Donc, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change. Et la seule chose qui peut changer ça, ce sont les finances. C'est clair.
C'est clair, merci pour l'anecdote. Cette affaire de Turkish là, si on commence les anecdotes avec Turkish, je pense qu'on va dévier du live parce que j'ai mis une croix sur cette compagnie là. Ça veut dire que s'il reste seulement Turkish, je ne suis pas sûre que je voyage. Je laisse passer, à moins qu'on ne parle de beaucoup d'argent, que ça peut me motiver. Mais la compagnie là, personnellement, moi je dis que vraiment, sauf si je suis en train de mourir, je ne suis pas sûre que je vais prendre encore un jour Turkish. Mais bon, sur ce n'est pas l'objet du live. Salut Ariane. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour messieurs. Bonjour Chimène, comment tu vas? Bien, bien. Bon, je vois que le sujet est intéressant. Du coup, j'ai dit, bon, ben allez, je me lance de façon très improvisée. Et puis en plus, voilà, on est en compagnie de deux messieurs qui nous apportent, qui enrichissent un peu le débat. C'est plutôt pas mal. Alors, pour rapidement rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, oui, j'ai expérimenté Turkish il y a quelques semaines. Hein. Oh là là, mon Dieu, je suis d'accord avec toi. Je pense que... enfin, bon, bref. Et pour aller dans le sens également de action pratique, je suis d'accord avec toi, hein, mon frère. Vraiment, surtout, l'ensemble des points que tu as soulevés. Oui, il est indéniable aujourd'hui et ça a été prouvé par A plus B. Hein. Je le défends d'ailleurs dans plusieurs forums et conférences. Sur le côté économique, bien sûr que la diaspora est apporteuse d'affaires, est contributrice de l'économie en Afrique quand on rentre ou bien quand on ne fait que investir. Et puis, il faut dire qu'en fait, oui, alors, j'aime bien, en même temps, j'aime pas trop ce terme diaspora, même s'il faut bien nous donner une identité. Il faut dire qu'on est entre les deux et le regard sera toujours entre les deux. Là, tu parlais d'une anecdote à l'aéroport. Oui, du côté, on va dire occidental, quels que soient les continents, tu as cité l'Asie, l'Europe ou l'Amérique, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, on va vous regarder d'une certaine façon, vous n'êtes pas chez vous. Et chez nous, même en Afrique, d'où on est peut-être né, originaire, peut-être ayant grandi quelques années, un peu comme Nathanaël, au bout d'un moment, on va et puis on revient de temps en temps. On nous regardera aussi avec un autre œil. En fait, vous ne vous sentirez chez vous, peut-être pas chez vous des deux côtés. Ça, je trouve que c'est un sujet très personnel, en fait, et c'est une approche personnelle. Après, c'est à chacun de s'identifier vraiment bien que, en tout cas de ma part personnellement, voilà, quand on est né quelque part, on a grandi un certain nombre d'années, bien sûr que, on va dire à 60-70%, on bascule plutôt de ce côté-là. Donc, des deux côtés, on sera toujours hybride. Hein. Après, on fait avec ou on ne fait pas. Maintenant, pour revenir en fait au sujet central, aujourd'hui, les personnes de la diaspora qui rentrent au pays, je vous ai entendu, hein, bien sûr que plusieurs vont vous dissuader, ils vont vous dire que si, même les locaux, de toute façon, on ne va pas vous accueillir à bras ouverts. On ne va pas vous accueillir à bras ouverts pour X raisons qu'on connaît très bien, que je ne vais pas citer ici. Mais chacun rentre pour des raisons, j'ai envie de dire, personnelles. Il est difficile, en fait, d'en faire une généralité. Il y a des cas de personnes, oui, au départ, Nathanaël le disait, Chimène aussi, toi, il y en a, oui, il y a des profils, ça existe encore, qui ont certainement échoué, même si je ne suis pas très pour le terme, en Europe, ou alors qu'ils ne se sont pas trouvés tout simplement, qui rentrent en Afrique parce que voilà, il y a l'identité, le pays manque, on retourne à ses origines, qu'on ait réussi ou pas. Bien évidemment, ça peut être perçu comme un échec. Après, chacun, voilà, les gens auront toujours des choses à dire sur vous. Hein. On rentre en Afrique également parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup et de plus en plus, ça je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a toute une vague depuis une bonne dizaine d'années des jeunes ou des moins jeunes qui ont vécu en Occident, qui rentrent en Afrique pour des raisons d'opportunité. Il est aujourd'hui, ce n'est plus caché que l'Afrique est, je ne vais pas dire un Eldorado, mais en termes d'opportunités, de business, de choses à construire, quels que soient les secteurs, l'agriculture, les affaires, même si action pratique, tu as dit que tu n'aimes pas trop le terme homme d'affaires, je te rejoins. Bref, pour des raisons d'opportunité, il y a certains qui peuvent retourner au pays. Tout comme il y en a aussi qui, voilà, même si après avoir passé plusieurs années ou très peu d'années en Europe, bah, ne s'identifient pas et rentrent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué, mais ils rentrent tout simplement parce qu'ils se sentent mieux, l'air est plus respirable pour eux en Afrique qu'en Europe. Donc, il peut y avoir différentes vraiment raisons de retour au pays. Encore faudrait-il qu'effectivement, voilà, notre terre natale nous soit également, on va dire, en notre faveur.
Après, c'est à chacun effectivement de trouver sa voie là-dessus. Mais j'avoue que c'est pas évident parce que oui, il faut se reconstruire, il faut réémigrer, c'est le terme, hein, c'est une réémigration dans l'autre sens, avec tout ce que ça comporte, se réhabituer aux mentalités si on n'a pas été habitué. Je pense que le plus dur, c'est pour ceux peut-être qui n'ont pas grandi. J'espère que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Quand on n'a pas passé un certain nombre d'années, quand on en est en Europe très très jeune, on est beaucoup plus européen qu'africain. Donc, le retour peut être un peu plus difficile en termes de mentalité pour se réadapter, quelles que soient les raisons pour lesquelles on rentre. Donc, il y a vraiment tout. Enfin, le regard doit être à 360%. Et pour moi, on ne peut pas en faire une généralité parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel et comment chacun le vit, en fait. Et les raisons fondamentales qui poussent, en fait, à prendre cette décision ou pas. Tout comme dernier cas de figure, il y a ceux qui sont aussi entre les deux, qui se sentent très bien, un peu comme ce que Nathalie fait. Voilà, je décide de couper l'année en deux, moitié d'année chez moi en Afrique, moitié d'année en Europe, parce qu'on vit entre les deux. Moi, c'est un peu mon cas personnel. Je ne quitterai pas définitivement l'Europe, je pense, et je ne quitterai pas définitivement l'Afrique non pas. Il y a vraiment des profils de citoyens du monde aussi, et on apprend à vivre comme ça. Donc, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.